Europe Au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. La plus belle ville du monde, c'est le titre du documentaire qui sera diffusé sur M6 le dimanche 1er janvier à 21h. Son réalisateur est aujourd'hui l'invité de Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. C'est un vrai cadeau de Noël ou de premier de l'an que nous offre Frédéric Fouja à travers ce film qui évoque la vie sauvage au cœur même de la capitale. Je vais en profiter pour vous parler de ces années du 15e siècle où les loups sont entrés dans Paris. Et vous aurez aussi en ligne Jean-Marc Morisseau qui est spécialiste de l'histoire du loup. Oui, Jean-Marc Morisseau qui nous montre à quel point le loup est en quelque sorte un personnage de l'histoire de France. À la fin de l'émission, nous irons nous promener du côté du Muséum d'histoire naturelle. Europe 1, 14h, 15h, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Paris, début du XVe siècle, nous sommes dans la guerre de 100 ans, alors que les Français sont encore en guerre contre les Anglais. Une violente guerre civile entre Armagnac et Bourguignon fait rage dans Paris. Dans la capitale, la population parisienne qui a déjà souffert des pestes, vous savez, les pestes répétées depuis 1348, cette population endure les combats qui sont des combats féroces. En ces temps affreux, les Parisiens souffrent également du froid, de la disette, le prix des denrées a augmenté dans des proportions folles, on manque de pain et de blé, le bois lui-même se fait d'une extrême rareté et on peine à se chauffer. Alors que la famine sévit donc à Paris, ce ne sont pas seulement les Parisiens qui ont faim, on voit de plus en plus des bêtes carnivores rôder juste là sous les murs de la ville. Au printemps de l'année 1421, les loups franchissent le pas, si j'ose cette expression. Les voilà qui entrent dans Paris. Ces carnassiers affamés vont semer la terreur dans la capitale et ça marquera des générations et des générations d'habitants, bien entendu. Ils vont entrer à 4 reprises dans la ville entre 1421 et 1439. La dernière semaine de 1439, ce sera vraiment le pic. C'est un clerc d'université bien connu de tous ceux qui s'intéressent au bas Moyen-Âge, un homme qui témoigne de la vie parisienne dans son fameux journal d'un bourgeois de Paris. Le journal couvre la période 1405-1449. C'est lui qui nous raconte ce qui se passe au début de cet été 1421. Je le cite, « Les loups, dit-il, étaient si affamés qu'ils déterraient avec leurs pattes le corps des personnes qui venaient d'être enterrées au village et aux champs, car partout où on allait, on trouvait des morts dans les villes et dans les champs, morts de la grande pauvreté dont ils souffraient, de la maladie ou de la guerre qui croissait de jour en jour. » Et il ajoute, « En ces temps, les loups étaient si affamés qu'ils entraient de nuit dans la ville. Souvent, ils passaient par la Seine, sous-entendu à la nage, dans les cimetières. Aussitôt qu'on avait enterré les corps, ils venaient la nuit les déterrer et les manger. Ils mangeaient aussi les jambons pendus aux portes. » En 1423, on va tout de même parvenir à capturer un certain nombre de loups. Mais dans l'enceinte même de la ville, vous savez qu'on encourage les chasseurs à les attraper, on promet des récompenses pour les plus habiles. Et dans cette année 1423, plusieurs carnassiers sont tués. Ils sont promenés dans la ville, vous savez, montrés aux Parisiens pendus par les pattes de derrière. Les passants jettent des pièces aux chasseurs qui ont triomphé de ces bêtes réputées féroces. Je dis bien réputées féroces, nous verrons tout à l'heure ce qu'il faut véritablement en penser. Quelques années plus tard, en 1438, alors que les troupes de Charles VII ont repris Paris aux Anglais, la reprise de Paris c'est 1436, et que les campagnes désolées par la guerre deviennent de moins en moins attrayantes pour les loups, on voit de nouveau des loups faire leur entrée dans Paris. Au soleil couchant, des Parisiens effrayés peuvent observer les carnivores nageant dans la Seine, donc jusqu'au centre de Paris. Si seulement ces loups se contentaient de faire un festin des cadavres et des jambons pendus, seulement voilà, ils commencent à s'attaquer directement à la population. Dans le quartier des Halles, sur la place aux Chats, une place qui n'existe plus, qui est située entre l'ancien cimetière des Innocents et la rue de la Ferronnerie, à peu près à l'endroit des arcades des Halles actuellement, les loups vont dévorer un enfant. À l'automne 1439, nouvelle incursion dans la ville qui va faire cette fois plusieurs victimes. En ces temps
nous dit toujours le journal du bourgeois de Paris. En ces temps, les loups étaient si enragés que pendant la dernière semaine de septembre, ils étranglèrent et mangèrent 13 personnes, aussi bien adultes qu'enfants, entre Montmartre et la porte Saint-Antoine, dans les vignes et dans le Marais. S'ils trouvaient un troupeau de bêtes sur leur chemin, ils préféraient attaquer le berger et laisser les bêtes. On comprend la peur qui est en train de s'installer dans la population. Un de ces loups va particulièrement terrifier les Parisiens. Un loup terrible et horrible, nous dit la chronique, dont on raconte qu'il serait responsable à lui seul d'un des plus grands nombres de victimes relevées dans tous ces temps. Les habitants ont surnommé ce loup Courtauld parce qu'il avait perdu sa queue, il n'avait plus de queue. Quel soulagement alors lorsqu'on parvient à le capturer en novembre 1439. Il fut mis dans une brouette, la gueule ouverte et promené dans Paris. Les gens cessaient ce qu'ils étaient en train de faire, oubliant de boire et de manger pour aller voir la dépouille de Courtauld. On lance toujours des pièces aux chasseurs qui toucheront en plus la somme allouée par la Chambre des comptes à chaque nouvelle prise. Et désormais, on va s'assurer que les loups n'entrent pas trop souvent dans Paris. En 1461, le fils aîné de Charles VII et de Marie d'Anjou, le dauphin Louis, devient le roi Louis XI. Et les loups sont toujours là qui menacent les Parisiens. On s'organise maintenant. 5 sols parisis sont alloués aux chasseurs qui est venu à bout de n'importe quel loup. Et entre janvier et juin 1461, en l'espace d'à peine 6 mois, 227 loups sont attrapés et tués, dont 19 dans le centre même de la capitale. Tout Paris s'y met, on attrape des loups un peu partout, au gibet de Montfaucon, sur la butte de Montfaucon, c'est cet énorme gibet à arceaux, où on pendait évidemment les condamnés. On est à quelques mètres de l'actuelle place du Colonel Fabien, mais aussi à Saint-Germain-des-Prés, au Pré Saint-Gervais, à Chaillot, bref, les loups sont dans Paris. Et v'là qu'il fit un rude hiver, sans congestion en fait d'hiver, volets clos, on claquait des dents, même dans les beaux arrondissements. Et personne n'osait plus le soir affronter la neige des boulevards. Alors, de loups sont entrés dans Paris. L'un par ici, l'autre par Ivry. De loups sont entrés dans Paris. Oh, tu peux rire, charmante Elvire. De loups sont entrés dans Paris. Le premier n'avait plus qu'un œil, c'était un vieux mâle de Criveuil. Il installa ses 10 femelles dans le maigre square de Grenelle et nourrit ses 200 petits avec les enfants de Passy. Alors, sans loup sont entrés dans Paris, soit par ici, soit par Ivry. Sans l'eau sont entrés dans Paris, cessez de rire, charmante Elvire. Sans l'eau sont entrés dans Paris. Le deuxième n'avait que 3 pattes, c'est un loup gris, des Carpates qu'on appelait carême prenant. Il fit faire grâce ses enfants et leur offrit 6 ministères et tous les gardiens des fourrières. Alors, les loups sont entrés dans Paris. Serge Reggiani à l'instant sur Europe 1 et Franck Ferrand vous raconte cet après-midi l'histoire des animaux de Paris à travers les siècles et notamment les loups qui sont entrés dans Paris. La suite, c'est dans un instant sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Vous nous racontez cet après-midi, Franck Ferrand, comment au milieu du XVe siècle, des loups affamés sont entrés à plusieurs reprises dans Paris, ont même dévoré des Parisiens, vous venez de nous le dire. La chasse aux loups s'organise donc. Alors, quels moyens utilise-t-on à l'époque pour attraper les loups ? D'abord, il faut vous dire que le privilège de chasse était réservé à la noblesse, bien entendu, à l'époque, mais que, à titre exceptionnel, on autorise les braves gens, les ruraux, à se mettre à chasser le loup. Alors,
Les procédés sont nombreux, c'est tout un art, les techniques sont variées, chasse montée avec meute de chiens, ça c'est pour les seigneurs, traque au terrier, piège, chasse au tir, au filet, etc. La chasse au filet est très répandue au XVe siècle. On fait aussi des fosses au loup, un trou de 4 ou 5 mètres de profondeur qui doit être plus large au fond qu'à l'ouverture afin que les parois soient en surplomb, nous dit Jean de Ferrières dans un texte de 1379. Ainsi, le loup pris au piège ne pourra s'échapper. Au milieu de la fosse, on plante un pieu surmonté d'une petite plateforme tenue au bord par des baguettes excessivement fragiles, puis on recouvre le tout d'herbes, de feuilles sèches, de paille, bref, on fait un piège. Sur la plateforme, on attache un appât, souvent une oie ou une canne vivante. Le loup est attiré par la proie, il tombe au fond de la fosse où il se trouve le plus souvent sur le pieu acéré, nous dit ce témoin. On utilise aussi parfois pour attraper le loup des boulettes de viande farcies d'aiguilles. C'est un piège particulièrement cruel mais qui semble d'une grande efficacité. En 1308 apparaît le premier louvetier du roi. C'est comme ça dans l'administration royale. Vous savez, dès qu'il y a une nécessité, on crée un office, comme on appelait ça. Le titre apparaît donc en 1308. Gilles de Rougeot, puis Pierre le Besu en 1323 deviennent louvetiers de Philippe le Bel puis de Charles IV. La chasse au loup devient une activité prisée par toute une partie de la noblesse et on va bientôt créer, sous les ordres du louvetier du roi, des lieutenants de louveterie avec une activité qui va se développer. Les premiers lieutenants de louveterie sont créés donc par Louis XI en 1471. Et puis, la charge de grand louvetier du roi va être créée sous le règne de Charles VIII. Le premier grand louvetier, ce sera Mathieu de Beauvarlais. François Ier va préciser ses fonctions, officialiser cette louveterie en tant qu'institution royale pour une raison simple. On est à l'époque de la vénalité des offices. Évidemment, à chaque fois qu'on crée un nouvel office, eh bien, c'est de l'argent qui rentre. On cherche des fonds, oui, évidemment, qui rentre dans le trésor. À la même époque, la menace des loups est en train de s'éloigner jusqu'à l'année terrible de 1652. Voilà ce que nous dit justement Jean-Marc Morisseau de l'Université de Caen. En 1652, les opérations militaires liées à la Fronde des Princes mettent les campagnes au sud de Paris à feu et à sang. Au lendemain du siège d'Étampes, les cadavres laissés sans sépulture jonchent le plat pays. Le typhus et les maladies épidémiques gonflent les cimetières. Dans ce climat d'insécurité, quelques loups nécrophages s'accoutument à la chair humaine. Ils en viennent, d'après de nombreux témoins, à attaquer les plus faibles des vivants parmi une population rurale misérable et désemparée. On parle alors d'une bête redoutable qui sèmerait la terreur. On l'appelle la bête du Gâtinais. On est dans toute la partie sud-sud-est de Paris. La misère est telle qu'elle ne se peut exprimer, lit-on dans le recueil des relations concernant ce qui s'est fait pour l'assistance des pauvres, rapporté à Saint-Vincent de Paul. Nous sommes là en 1655. Misère donc qui ne se peut exprimer, la mortalité si grande que les cimetières sont trop petits pour recevoir les corps, les loups commencent à y chercher leur pâture et se sont déjà si affamés du sang de l'homme qu'une bête court par les villages voisins et a dévoré déjà 3 femmes. Il est ici nécessaire de laisser par écrit, s'il était possible de le faire, le nombre des enfants petits et grands, femmes même fortes et grandes que 2 bêtes farouches, loups ou louves, qui avaient mangé les corps morts au siège de la ville d'Étampes l'année 1652, dévorèrent, nous dit par ailleurs un registre paroissial de l'Essonne. On est là en 1654. Il y eut bien 300 ou 400 personnes mangées, dévorées, mises en pièces, et cela dura 3 ou 4 années. Et l'on possède du XVIIe siècle une gravure que j'ai là sous les yeux qui est assez impressionnante. Alors d'habitude les louves comme celles que l'on voit sur la gravure sont des louves romaines. Eh bien là pas du tout. On a cet animal assez menaçant, triomphant sur un champ de bataille parsemé d'ossements et de débris humains. Et il y a notamment parmi les débris, et on aperçoit d'ailleurs au fond un autre loup encore plus maigre et encore plus menaçant si possible que le premier. Parmi les débris, le corps d'une femme que le loup visiblement vient de déchirer, de lacérer de part en part. Et au milieu donc cette espèce d'animal hybride de louve, d'ours et de lionne, totalement maigre et qualifié d'horrible monstre. On n'a pas peur des termes à cette époque, on a peur des animaux eux-mêmes. Alors,
Le 16 octobre 1655, le grand louvetier de France qui s'appelle Montmorin maintenant, le marquis de Saint-Hérem, est considéré comme un sauveur parce que c'est lui qui va venir à bout de la bête du Gâtinais. Ah, ça fait assez pour sa réputation, ça fait aussi beaucoup pour le soulagement de la capitale qui se voyait déjà périr dans le ventre de monstres. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Au cœur de l'histoire des loups qui s'attaquent à Paris aujourd'hui. Alors, on a commencé l'émission, Franck, on est au XIVe siècle et finalement, là, vous nous dites que le sauveur, celui qui a détruit la bête du Gâtinais, c'est qu'au XVIIe siècle, au milieu du XVIIe siècle. Au milieu du XVIIe siècle, vous savez, le roi Louis XIII aimait chasser le loup. Tout jeune, d'ailleurs, il faisait courir des loups, c'est-à-dire il prenait le loup comme cible, comme gibier de chasse à court, dans les jardins des Tuileries par ses propres petits chiens. Il n'avait que 9 ans à l'époque, et c'est vrai que la densité de loups dans la région autour de Paris était encore assez forte à l'époque. Et puis, et on ne saurait évoquer la chasse au loup sans citer le nom de ce grand personnage, il y a un bonhomme qui va jouer un rôle absolument essentiel dans cette histoire, c'est le fils aîné de Louis XIV, le grand dauphin qu'on appelle Monseigneur à la cour, et qui lui va faire de la chasse au loup un véritable passe-temps. On sait qu'entre 1684, on sait ça grâce au journal de Dangeau notamment, entre 1684 et 1711, il va courir 1027 chasses au loup, et on dit qu'il n'en a pas abattu moins d'1 millier. C'est donc un véritable ravageur de loups que le grand dauphin, qui chasse donc très souvent. Il y a quelque chose de particulier dans cette chasse au loup, c'est que c'est une chasse à court qu'on appelle à force ouverte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, le gibier, au lieu de revenir, comme presque tous les gibiers, sur ses traces et de courir dans un cercle relativement restreint, ce qui transforme souvent la chasse à court en une sorte de rite, il faut bien le dire, là, le gibier, au contraire, a tendance à s'éloigner constamment dans des régions les plus différentes possibles, et on court le gibier jusqu'à épuisement, ce qui veut dire que c'est une chasse extrêmement sportive et imprévue. C'est ce qui plaisait beaucoup au grand dauphin. Le lieutenant des chasses de Versailles et de Marly, qui s'appelle Leroy, dit « Il ne faut pas beaucoup d'expérience à un loup adulte pour apprendre que l'homme est son ennemi. Dès qu'il paraît, il est poursuivi. L'attroupement et l'émeute lui annoncent combien il est craint et tout ce que lui-même doit craindre. » Dès 1692, Monseigneur constitue donc un équipage supplémentaire qui est son propre équipage, qu'on appelle l'équipage de Monseigneur, financé sur sa cassette personnelle, qui se compose de 6 gentilshommes, 6 veneurs ou piqueurs qui sont à cheval, 16 valets pour rabattre les loups et pour s'occuper des chevaux évidemment, et un pourvoyeur de l'écurie. En 1708, la louveterie de Monseigneur compte 50 chevaux de selle et une meute de plus de 100 chiens, et l'on va porter aux chasses pour avoir le droit de suivre Monseigneur, une livrée spéciale qui est présentée pour la première fois à la cour en juin 1706, un habit de drap vert galonné d'or. Ça arrive au grand dauphin de chasser un loup pendant toute une nuit. On dit que le 6 septembre 1684, il a chassé jusqu'à 8 lieues, c'est-à-dire 32 kilomètres de poursuite jusqu'au petit matin. Et le 21 mars 1685, la chasse fut rude, nous dit la chronique, il y eut 8 chevaux crevés à la course. Vous imaginez ça ? En 1686, Monseigneur va courir le loup plus de 100 fois l'an. En septembre, il va chasser le loup 6 fois en 8 jours. Le 11 avril 1685, il court le loup jusqu'à 10 lieues, ne revient qu'à 11 heures de relevée, c'est-à-dire à 23 heures pour nous. Une légende se met à circuler, on dit que le grand dauphin aurait chassé le loup sur 400 km de Fontainebleau jusqu'à Rennes, ce qui est absolument impossible, évidemment. On n'a aucune trace de tout ça dans les archives, mais c'est la légende, c'est pour vous dire à quel point la réputation du prince est grande dans ce domaine. Le 21 juin 1704, on le voit rentrer bredouille, on imagine sa colère, son abattement. Et en souvenir de cette existence si marquée par une chasse tout de même bien particulière, Monseigneur va commander au grand peintre animalier de l'époque, François Desportes, un tableau, La chasse au loup, où l'on voit une meute de chiens, sont des lévriers crocs sortis qui sautent littéralement sur le loup, l'attrapent par l'oreille, et au fond du tableau, on aperçoit Monseigneur et ses suiveurs. Le grand dauphin est parfois accompagné à la chasse par sa tante par alliance, la princesse Palatine, qui raconte dans sa correspondance « Il y a un mois, je
je fus avec monsieur le dauphin à la chasse au loup. Il avait plu, le terrain était glissant, nous avions cherché un loup pendant 2 heures, et ne le trouvant pas, nous nous rendîmes dans une autre enceinte où nous comptions en trouver un. Au moment où nous suivions un sentier, il en part un presque devant mon cheval, qui s'emporte et se dresse sur ses 2 pieds arrière. Il glisse et s'abat sur le côté droit. Mon coude rencontre une grosse pierre et je me démis l'os. Quand je vous dis que c'était une chasse sportive, il faudrait évoquer par ailleurs la célèbre affaire qui elle prend place sous le règne de Louis XV, de la bête du Gévaudan. Nous avons déjà eu l'occasion d'en parler ici même, bien entendu. On sait que le grand louvetier de France avait été envoyé pour essayer d'avoir raison de cet animal. On est dans les années 1760. C'est là que naît la plus grande chasseuse de loups, Marie-Cécile Charlotte de Loretan. Elle disait qu'elle préférait la chasse à tous les propos d'amour. Elle avait contracté cette passion extrêmement jeune et l'on dit que c'est elle qui va faire définitivement disparaître les loups de la région parisienne. Mais enfin, quand même, à la fin du 19e siècle, on accorde encore des primes aux chasseurs qui pourraient détruire des loups, ce qui veut dire qu'il en restait. Alors évidemment, aujourd'hui, ce serait difficile de trouver des loups dans la région parisienne, à moins que... Aïe, aïe, aïe. Bonjour Frédéric Foujas, merci d'être avec nous. Nous allons parler dans un instant de ce film magnifique que vous proposez à la France le 1er janvier prochain. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe Au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. Du générique du documentaire La plus belle ville du monde, un documentaire à ne pas manquer. C'est le 1er janvier à 20h55 sur M6. L'année 2017 va donc bien commencer. Et vous recevez Frédéric Foujas, c'est le réalisateur de ce documentaire, Franck. Oui, et avant d'entrer dans le vif de ce très beau film que nous propose M6, je vous propose de conclure la question des loups. Je disais tout à l'heure, à moins que, mais ça, tout simplement parce que dans le magazine Le Point du 5 décembre dernier, je lis: les loups vont-ils entrer dans Paris? Plusieurs spécimens ont été aperçus dans des communes franciliennes. Une association tire la sonnette d'alarme, mais les autorités restent prudentes, nous dit le journal. Alors, nous avons au téléphone Jean-Marc Morisseau, qui est historien et spécialiste de l'histoire du loup. Bonjour Jean-Marc Morisseau. Oui, bonjour Franck. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, d'abord, un mot de cette alarme très récente. Est-ce que les loups sont en train de revenir en région parisienne ? C'est tout à fait possible et c'était prévisible depuis au moins une dizaine d'années puisque le loup est une espèce qui colonise très facilement le territoire étant donné sa capacité d'adaptation et de reproduction. Donc ce n'est pas une surprise. Par contre, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que le loup revient dans des secteurs où on l'avait vu effectivement en Île-de-France autour de Paris depuis déjà très très longtemps. Eh oui. Alors évidemment, on avait fini par avoir raison du loup et l'on sait que les grandes chasses de Monseigneur, le fils de Louis XIV, n'ont pas été pour rien dans cette disparition. Néanmoins, pendant des siècles, à chaque fois que les guerres, les épidémies et les famines rendaient la population vulnérable, on voyait réapparaître les loups. Quel était le danger réel pour la population? Est-ce que le loup s'attaquait à des êtres humains en bonne santé? Alors le loup ne s'attaquait qu'occasionnellement à des êtres humains en bonne santé puisque très généralement, il s'en prenait au bétail et au gibier, ce qui d'ailleurs crée une concurrence très importante par rapport à l'homme et ce qui justifiait qu'il soit pourchassé depuis l'Antiquité. Oui. Autour de Paris, les loups donc prospéraient dans les massifs forestiers et s'aventuraient au-delà, à la faveur notamment des épidémies, des famines, c'est ça, on les voit apparaître qui avaient jonché les campagnes de cadavres et les loups déterraient les cadavres et allaient quelquefois même près de Paris, allaient goûter des cadavres au gibet de Montfaucon, si bien qu'après ces périodes de guerre, on observe une recrudescence des animaux. On le voit à la fin de la guerre de 100 ans, où il y a eu des loups qui sont arrivés même dans Paris. En 1461, on détruit 260 loups autour de Paris, et ce jusqu'à Pantin,
Pantin, Neuilly et Voilà, des oui. villages qui ne sont pas encore sur Paris, mais qui voisinent Paris. Le Et côté... quand le grand dauphin, en 1708, abat des loups au bois de Boulogne, c'est encore un vestige de cette proximité du loup par rapport à la ville. Évidemment... Alors, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que le loup qu'on observe aujourd'hui semble se diriger dans la région de Rambouillet et de Dourdan, Oui. c'est-à-dire aux confins de l'Yvelines et puis du département de l'Essonne. Et c'est là même que il y avait une recrudescence de loups entre 1677 et 1683. Oui, donc c'est le qui foyer, ont en quand même fait. C'est le foyer historique. lors de 200 victimes, dont une centaine de morts, à l'époque de Louis XIV, quand Louis XIV construisait Versailles. On peut dire que l'image que le loup avait acquise depuis le milieu du XIVe siècle et depuis les grandes pestes était une image extrêmement négative. On faisait peur aux enfants en leur disant « le loup va venir te manger ». Ah ben bien entendu, parce que d'abord le loup était considéré comme l'ennemi public numéro 1 des hommes, parce qu'il s'en prenait à tous les types de bétail, bien entendu les moutons, mais aussi les vaches, les veaux, les chevaux, les porcs, etc. Il s'en prenait aussi au gibier que protégeait l'aristocratie. Et puis, occasionnellement, il ne faudrait pas généraliser, mais chaque année, évidemment en France, il y avait quelques centaines de morts qui l'étaient parce que c'était des enfants dévorés par des loups solitaires, assez souvent, qui trouvaient là, évidemment, un complément alimentaire tout à fait favorable. Merci beaucoup Jean-Marc Morisseau. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage paru chez Pluriel, Histoire du grand méchant loup. Vous avez des loups, bien sûr, dans ce film. Il faut que vous nous racontiez ça, Frédéric Fougin. On a des loups, tout à fait. J'ai voulu faire une séquence d'ouverture. Très spectaculaire. Très spectaculaire, mais surtout... une sorte de collision temporelle, c'est-à-dire imaginer Paris il y a 5000 ans, avant que ça devienne la grande cité qu'on connaisse aujourd'hui. Eh bien, c'est un grand marais, il y a de la boue partout, d'ailleurs ça s'appellera Lutèce à cause du terme lutum, qui veut dire la boue en latin. La boue. Il y a de la boue partout, il y a ces rivières, il y a des forêts, il y a des collines, et le seigneur du coin, c'est le loup. Donc on a imaginé faire venir une meute de loups dans Paris. Ça s'est passé une nuit d'août. Et on a fait venir 16 loups qu'on a fait courir entre la Concorde et l'Étoile. Et on a filmé ça pour... Extraordinaire. Alors, le loup est un animal social, très intelligent, d'une grande finesse et qui semble constamment prévoir les réactions de l'homme. Très 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 difficile à suivre, nous l'avons vu, c'est donc sans doute un des gibiers les plus résistants qui existent. Est-ce que tout ça justifie qu'on ait pris peur du loup, d'après vous, dans les siècles passés ? Mais c'est ce qu'expliquait votre interlocuteur tout à l'heure, c'est-à-dire que oui, il était en compétition parce que c'est un véritable prédateur, c'est un grand prédateur, aussi grand que nous à l'époque. Mais je pense qu'il cristallise de nombreuses peurs, en fait, ce loup. Parce que si on regarde les chiffres, je crois, au Moyen-Âge, le nombre de morts dus au loup, il est 10 fois inférieur au nombre de morts dus aux cochons mâles, notamment les veras, qui sont plus ou moins en semi-liberté, qui sont élevés. Mais le cochon mâle, le vera, est à l'origine de beaucoup plus d'accidents, en fait. Donc, le loup... par figure symbolique, je ne sais pas pourquoi, mais le loup cristallise un nombre de peurs incroyables. Parce qu'il y a un côté charognard aussi. Il allait déterrer les corps dans les cimetières, donc ça n'était pas sympathique, ça, forcément. Dès qu'il ne peut plus chasser, qu'il n'a plus de gibier, il devient charognard. Et là, oui, c'est très antipathique. Mais je crois qu'il y a quelque chose de plus profond dans notre rapport au loup, quelque chose qui est... De préhistorique, probablement. Oui, tout à fait. Alors, nous allons, dans un instant, revenir avec vous sur ce monde sauvage dans la ville, et pas n'importe quelle ville, dans la nôtre, dans Paris. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Nous sommes jusqu'à 15h sur Europe 1 au cœur de l'histoire de Paris et plus particulièrement des animaux qui ont marqué l'histoire de Paris. Avec votre invité, vous recevez Franck-Frédéric Fouja. Il est réalisateur du documentaire La plus belle ville du monde, un documentaire qu'il faut absolument voir dimanche 1er janvier à 21h sur M6. Évidemment, en dehors des caniches, des chats angora et des poissons rouges, on n'a pas tellement une image animalière de Paris. Eh bien, vous nous montrez que c'est totalement faux, que c'est une erreur que nous commettons, Frédéric Fouja. Tout à fait. La nature et le sauvage revient dans la ville depuis 10 ans de façon importante. On ne le voit pas parce qu'on pense à regarder à autre chose finalement, mais de nombreuses espèces reviennent dans la ville. Les renards, les faucons, tout un tas d'animaux. Il y a 3000 espèces. Le pèlerin de la Tour Eiffel, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Tout un tas d'espèces animales et végétales d'ailleurs, hein, qui reviennent volontiers s'installer en ville depuis une vingtaine d'années. C'est un mouvement qui a commencé il y a bien longtemps en fait, hein, mais aujourd'hui l'homme exerce une pression positive sur ce mouvement. Ce qui est assez extraordinaire, c'est de voir à quel point pendant de nombreux siècles, on a tout fait pour que la zone urbaine s'éloigne le plus possible de la nature. Donc c'est un long travail, on rejette progressivement les bois, les fourrés, les jardins, les haies, tout ce qui peut exister de naturel, on rejette tout ça hors de la ville, on essaie d'installer la ville la plus minérale possible, la moins naturelle, on chasse aussi les animaux en grande quantité, il y a des édits royaux constamment pendant tout le Moyen-Âge pour interdire justement les cochons, les chèvres, etc. dans la ville, et puis petit à petit, au 19e siècle, la nature revient, mais c'est une nature domestiquée, il faut peut-être le dire. Oui, au 19e siècle, elle revient sous une forme... avec les parcs, disons. Avec les parcs, voilà, les parcs qui sont créés par Napoléon III et l'ingénieur Alphand, les 4 parcs parisiens, le Bois de Boulogne, le Bois de Vincennes, Montsouris et les Buttes de Chaumont, qui sont des parcs qui sont créés pour... auquel viendra s'adjoindre Monceau aussi, oui, plus Monceau, modeste. Oui. Plus petit. D'autres viennent après, qui sont des parcs destinés à la promenade et au divertissement. En fait, sont des Disneyland de l'époque, hein, puisque on met là-dedans des fermes normandes, on fait venir des animaux des alpages, on fait des photorams, des cascades, des petits lacs artificiels. Et là, on fait venir on fait venir le paon d'Inde. On fait venir le cygne qui vient d'Angleterre et le colvert aussi. Des espèces d'ornements, comme on appelle ça. Des espèces d'ornements. Oui. Et on vient le dimanche se promener et observer ces espèces. Ça devient... Avec aussi la vogue pour les parcs zoologiques, les ménageries, comme on disait autrefois, qui vont se développer. On dira tout à l'heure un mot de la ménagerie, évidemment, du Muséum national d'histoire naturelle. Qui a été un lieu très important de la vie, de la sociabilité parisienne. Il y a eu le zoo de Vincennes également, hein, qui vient de rouvrir après une longue fermeture et qui a été l'un des sommets de l'urbanisme des années 1930. Bref, la nature a été réintroduite en ville d'une certaine manière, mais l'animal n'a pas attendu la décision de l'homme pour y revenir. Parce que ce dont vous nous parlez, vous, ce sont des espèces sauvages dans la ville. Ça, c'est plus étonnant tout de même. Tout à fait. Les espèces sauvages reviennent dès lors qu'il y a un semblant d'écosystème qui se met en place. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que si on prend Paris jusqu'au XVIIe siècle, les hommes ont tout fait, comme dans la plupart des villes du monde d'ailleurs, pour chasser la nature, chasser le sauvage, effectivement des cités minérales, et où il n'y a plus d'arbres. À Paris, au XVIIe siècle, il y a très très peu d'arbres, il y en a sur la périphérie, parce que on chasse le végétal, mais aussi parce que les plantes ont du mal à survivre au piétinement et aux dents des chevaux. Parce qu'il y a beaucoup de chevaux et les chevaux mangent toutes les petites pousses. Des dizaines de milliers de chevaux dans Paris. Hein. Jusqu'à la guerre de 14, on a atteint le chiffre de 200 000 chevaux. Ça paraît complètement fou. Hein. Colossal. Ouais. Et donc, jusqu'au XVIIe siècle, la nature sort de la ville. Et il y a un retournement, et ce retournement, il est lié à une mode qui nous vient d'Italie, par Catherine de Médicis. Cette mode, c'est la promenade. C'est-à-dire, dans les palais italiens, il est de bon ton de marcher sans avoir rien d'autre à faire. Et Catherine de Médicis dit, moi je veux bien marcher sans avoir rien d'autre à faire, mais je veux marcher au milieu des arbres. Et c'est comme ça
qu'elle demande la construction du cours la Reine, qui est situé à peu près là où se trouve le jardin des Tuileries aujourd'hui, où c'est un jardin italien. En fait, il y a des arbres, il y a de l'eau, et là, on ne demande pas aux animaux de revenir, mais ils viennent tout seuls parce que de l'eau, des arbres égale des insectes. Qui dit insecte dit oiseau. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'à l'époque des embouteillages, et le moins qu'on puisse dire, c'est que la fermeture des voies sur berge a encore multiplié le phénomène. Là maintenant, on a l'impression de vivre dans un embouteillage permanent. À l'époque de la sururbanisation, les animaux sauvages sont encore là. Il y a des abeilles. Bon, on a souvent parlé des abeilles des toits de l'Opéra à Garnier, mais enfin, elles ne sont pas les seules d'ailleurs. Hein. Il y a beaucoup d'insectes, beaucoup d'oiseaux, une véritable réserve ornithologique au bois de Boulogne. C'est ce que vous nous montrez quand même, c'est assez étonnant. Et la pollution, pour nous, n'est pas forcément la même pollution pour les insectes. Les insectes redoutent les pesticides. Or, les pesticides à Paris, normalement, il n'y en a plus. Ça a été banni en 2006. Donc, curieusement, pour les abeilles, par exemple, Paris est moins pollué que la campagne. Eh oui, c'est un paradoxe. Donc, oui, bien sûr. Mais il y a des centaines d'essaims qui arrivent tous les ans. Finalement, les gaz de voiture les gênent moins que les pesticides, Exactement. tout simplement. Et les rats dans Paris, finalement, ils ont toujours été là? Alors, il y a un certain nombre d'animaux qu'on dit redevient sympathique, là. C'est bien sympa, ouais. Il y a des animaux, on les appelle les anthropophiles, ceux qui nous aiment en fait. Ils nous adorent. Les rats et les pigeons nous adorent. Et ceux-là, ils ont été à nos côtés depuis les premiers villages finalement. Il y a tous les rongeurs parce qu'ils aimaient bien nos grains. Donc tous les rongeurs qui sont là, les rats, les souris et autres. Il y a les corneilles qui aiment bien nos détritus, qui sont là depuis les Gaulois hein, et même avant. Voilà, il y a quelques animaux comme ça qui aiment bien notre présence. Quels moyens avez-vous mis en œuvre pour filmer ces animaux et pour nous les montrer autrement dans ce film, Frédéric Pougin? Alors, ce que j'ai voulu faire, c'est non pas faire un inventaire des animaux, parce que ça prendrait du temps, et puis c'est pas le propos. C'est beaucoup plus vivant et dynamique que cela. Oui. Non, j'ai voulu raconter le destin d'une dizaine d'individus animaux qui vivent au milieu de nous. Et de leur faire vivre la ville et d'être dans leur point de vue. C'était de découvrir Paris, mais dans leur regard, dans leurs yeux. Donc, on s'est beaucoup documenté pour essayer de fabriquer des destins probables et en observant, et au muséum et auprès des naturalistes, de construire des histoires vraisemblables de certains de nos voisins animaux. Donc, ça a donné lieu à un scénario. Mm-hmm. Et ensuite, pour filmer tout ça, on a utilisé toutes les techniques du cinéma possibles et imaginables. La captation, qui est la plus simple, à savoir on vient avec une caméra à la sortie du terrier et on filme les renards qui sortent. Mais ça ne suffit pas parce que les animaux sont farouches. Dans Paris, c'est pour ça qu'on les voit pas beaucoup. Ils sont farouches. Donc ensuite, on a utilisé d'autres techniques qui est de la mise en scène, de la reconstitution avec des animaux habitués aux caméras et aux hommes. On est allé jusqu'à imprégner, donc faire naître des oies de Bernache, ces oies cendrées, pendant 6 mois avant le tournage, pour les faire voler dans Paris et reconstituer, voler avec des oies en plein milieu de Paris. Ils nous suivaient, quoi. La plus belle ville du monde, c'est donc diffusé sur M6 dimanche le 1er janvier à 21h. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Chaque jour, juste avant 15h, Franck, vous nous proposez des balades là où l'histoire s'est faite. Et forcément, quand on parle d'animaux à Paris, eh bien, vous nous emmenez au Muséum national d'histoire naturelle, au Jardin des Plantes, près de la gare d'Austerlitz. L'ancien Jardin du Roi, hein, créé en 1635, qui a été d'emblée un lieu d'études et d'enseignement, il faut le dire, devenu donc, sous la Révolution, le Muséum national d'histoire naturelle. C'est un lieu très impressionnant. Oui. Nous avons eu l'occasion déjà de parler de la grande galerie de l'évolution, de parler de ces extraordinaires galeries de minéralogie, de galeries également d'anatomie animale. Nous avons parlé de la ménagerie du Jardin des Plantes, hein, qu'il faut visiter, qui était où plus de 200 espèces, dont un tiers d'espèces menacées sont là, qui résident dans cette ménagerie. Au début, donc, le Jardin des Plantes s'appelait Jardin royal des plantes médicinales, et puis ce jardin
a évolué. Le grand homme de l'affaire, c'est Buffon, bien entendu, qui a joué un rôle. Vous avez travaillé, en fait, Frédéric Foujas, avec les gens du Muséum national, non ? Oui, on travaille de façon très proche avec les chercheurs. Il y a un certain nombre de gens qui travaillent sur la faune à Paris, dont Philippe Clergeau au Muséum. Et on s'appuie toujours sur leurs recherches qui sont évidemment de grande valeur. Alors quand vous entrez dans la première des galeries, vous avez une baleine australe et un rorqual bleu qui vous accueillent au rez-de-chaussée, puis un petit peu plus loin un calamar weke absolument géant. On peut découvrir là plus de 100 poissons, reptiles, amphibiens, 450 oiseaux, 350 mammifères. On traverse les grandes profondeurs des mers en passant par la faune de chaque région du monde. C'est tout à fait extraordinaire. Le musée regroupe en réalité plusieurs sites parisiens, et ce qu'on a tendance à oublier. Il faudrait parler aussi du musée de l'Homme, par exemple, qui est au Trocadéro, ou bien le parc zoologique de Vincennes. Une petite visite en famille le samedi matin vaut le détour parce que c'est un site qui est fait pour les enfants, si je puis dire, avec toutes sortes d'activités pédagogiques. Et si vous ne voulez pas faire la queue qui est souvent très longue, eh bien, il suffit tout simplement d'acheter vos billets en ligne. Le musée est donc ouvert tous les jours de 10h à 18h. Quand je dis tous les jours, sauf le mardi, et c'est ouvert là pendant les fêtes. Donc c'est le moment, bien sûr, pendant les vacances. C'est le moment d'aller faire un tour au Muséum national d'histoire naturelle. Tous les bâtiments de la ménagerie, par ailleurs, ont été classés au même titre que l'étaient les autres, les grandes galeries. Aux petites fabriques de 1802 se sont ajoutées au début du 19e siècle un certain nombre de constructions en dur, fosse aux ours, rotonde, dont la forme évoque la croix de la Légion d'honneur, la galerie des reptiles, la fameuse grande volière de 1888, et puis le vivarium, la singerie, la fauverie, etc., qui sont tout à fait emblématiques du style art déco. Elles ont vu le jour dans l'entre-deux-guerres. C'est en 2013 seulement que la volière des déserts est venue enrichir ce très précieux patrimoine.